Bonjour tout le monde. Dans la capsule aujourd'hui, on va parler du concept de récepteur GNSS, aka le DGPS. Donc maintenant on dit GNSS en fait parce qu'on veut remplacer le terme GPS, mais c'est essentiellement, on parle de la même chose en fait. Donc GPS, le terme a été popularisé en fait parce que quand le concept est sorti, si on faisait parler en fait de la constellation GPS, qui est une constellation satellite américaine, qui veut dire Global Positioning System. Mais maintenant, en fait, il y a d'autres instituts ou d'entités qui ont sorti des constellations satellites GPS. Donc, c'est pour ça maintenant on appelle ça GNSS, donc Global Navigation Satellite System. Puis, nos récepteurs GNSS, en fait, ils vont utiliser une constellation, la constellation GPS, qui va peut-être trouver peut-être 5-6 satellites. Mais maintenant, on va utiliser plusieurs constellations, donc Beidou qui est chinois, GPS américain, Galileo européen et GLONASS russe. Donc lorsqu'on utilise plusieurs constellations, on a accès à beaucoup plus de satellites, puis qui va nous permettre de réduire notre erreur. Donc on dit GNSS, c'est juste parce qu'on a accès à plusieurs constellations. Donc notre positionnement GPS, comme vous le savez, c'est pas une erreur qui est centimétrique, donc on parle de 5-10. Pourquoi en fait, c'est qu'il y a plusieurs éléments comme l'horloge satellite, les heures orbitales, les délais au niveau de la ionosphère, la troposphère, le bruit des récepteurs. Donc, tout ça, ça fait plusieurs erreurs qui vont nous donner des erreurs de positionnement. Puis quand on ajoute toutes ces erreurs de positionnement-là, on se ramasse en fait avec une erreur qui est à peu près de 5-10 mm. Donc ici, on a, exemple, on a le temps avec tous les satellites qu'on a accès ici. Puis, chaque satellite, en fait, le récepteur va estimer sa position par rapport à plusieurs satellites. Donc, on voit ici notre cercle de positionnement, position au sol. Donc, en rouge, en fait, ça va être la position estimée de un satellite, donc le passage satellite vert ici. Puis, l'autre cercle, c'est une erreur estimée par rapport à un autre satellite. Puis, ce qu'on fait, on fait la moyenne de ces positions-là pour obtenir notre position véritable, entre guillemets. Puis, donc, on comprend rapidement que si on a deux satellites, on va avoir plus en erreur que si on en a 15, 20, maintenant avoir 30, 35. Donc, d'où l'intérêt d'aller chercher un récepteur GNSS qui va avoir accès à 35 satellites avec plusieurs constellations. Maintenant, on parle 5-10 mètres. Maintenant, avec les GNSS puis les nouveaux traitements, on peut se ramasser des fois à 2-3 mètres. Mais pour le moment, on n'arrive pas à descendre plus bas que ça. Donc, on a besoin d'un géoréférencement qui est plus précis, qui a une précision centimétrique. Donc, dans la capsule aujourd'hui, on va voir en fait des GPS. Qu'est-ce que c'est? Les systèmes GNSS, on va voir que c'est un synonyme. Ensuite, on va parler de RTK par rapport à PPK, donc du real-time versus du post-traitement. C'est quoi les avantages des deux? Des avantages. Puis on va voir aussi du RTN, donc du Real-Time Network. Donc le RTK, PPK et RTN, c'est des façons en fait d'utiliser des systèmes GNSS ou des GPS pour avoir un positionnement précis. Donc le DGPS, c'est quoi? C'est du relevé GPS en différentiel de phase qui fonctionne essentiellement en fait avec deux récepteurs. Donc, ils ont un récepteur qui va agir à titre de base, ici, puis l'autre qui va agir à titre de rover, de mobile. La base qu'on va faire, c'est qu'on va être statique, elle ne bougera pas, puis euh, on va lui donner manuellement sa position réelle sur le terrain. Donc la base, elle sait exactement elle est où. Donc ici, elle connaît sa position X, Y, Z, donc sa position réelle. Puis elle va en fait trouver l'erreur en fait ou trouver la correction entre sa position réelle et la position qu'elle estime pour chacun des satellites. Donc exemple, la base va faire, ok, moi je suis ici dans l'espace, en X, Y, Z, je le sais, mon utilisateur me le dit,
et le satellite 1 pense que je suis à tel endroit, donc à 1 mètre à côté. Donc là, il va calculer l'erreur en x, y, z entre sa position réelle et la position estimée par le satellite 1, puis il va communiquer la correction au mobile, puis lui dire hey, la correction pour le satellite 1, c'est telle correction. Puis là, le mobile va pouvoir corriger ensuite sa position réelle parce qu'il va recevoir les corrections de la base par communication. On va voir qu'il y a plusieurs façons de communiquer les corrections, mais c'est seulement ça en fait. Le mobile doit recevoir des corrections d'une base en fait pour corriger sa position qu'il estime avec ses satellites. Donc le premier c'est le RTK, le Real Time Kinematic. Puis RTK c'est une technique de positionnement relative qui utilise deux antennes GNSS pour se positionner en temps réel. On dit relatif en fait parce que le RTK va nous positionner relativement à la base. Donc il va nous poser très très bien relatif à la base. Puis ça va être en temps réel en fait. Donc la base, qui est un récepteur GNSS statique, va émettre ses observations, ses corrections brutes au mobile, puis lui va recevoir cette communication-là va se faire par radio. Donc si on se fait par radio, on va voir en fait qu'il y a une distance de baseline, c'est-à-dire entre la base et le rover, qui est limitée. Puis aussi on va voir que visiter les bâtiments, les arbres peut avoir une influence sur cette communication-là. Donc, puis lui, lorsqu'il reçoit les corrections par radio, ben, il va être capable de corriger sa position, puis d'obtenir une solution qui est centimétrique et relative à la base. C'est-à-dire que, exemple, quand on est dans notre rover, on prend un point, puis on va voir en fait l'erreur en x, y, z. Cette erreur-là est relative à la base. C'est-à-dire que si on se positionne avec 1 mm d'erreur à la base, donc notre erreur de positionnement à la base est de 1 mm, mais notre base est de 5 mètres à côté, ben notre erreur absolue fait de 5 mètres et 1 mm. Donc, ce qui est bien important justement, si on positionne mal notre base, si notre base est de la merde, ben notre objet va être de la merde. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un positionnement qui est relatif à la position de la base. Donc comment je fais pour avoir une bonne position en absolu avec du RTK? Donc il faut que ma base elle soit positionnée à un point connu avec qui cette position-là doit avoir une précision centimétrique. Donc au Québec, le portail géodésie, portail cartographique, on a en fait tout l'ensemble des bornes du service de géodésie du Québec. Donc on a tous les points, tous les triangles verts en fait correspondent à des bornes de précision centimétrique. Puis, dépendamment où on fait notre relevé, on va aller cliquer sur des bornes. On va télécharger la fiche technique. Puis là, on va voir, ok, souvent c'est des schémas pour dire, ok, la borne, en fait, qui est le médaillon en métal, qui va être positionné à 2 mètres du fossé, à côté d'un poteau d'Hydro-Québec, par exemple. Puis on va se rendre sur le terrain, on essaie de trouver cette borne-là. Quand on trouve la borne physique, on installe notre base par-dessus. On mesure la hauteur. Puis, quand on lance notre base, on va lui forcer en fait la position véritable. Puis lui va commencer à émettre en RTK au rover. Puis là, on va avoir une position centimétrique. Donc, est-ce que je peux faire des relevés lorsque je ne suis pas près d'une borne? Oui. On peut implanter nous-mêmes avec un récepteur GNSS une borne. Donc, on va utiliser le PPP, le Precise Point Positioning de Ressources naturelles Canada, qui est un outil web pour positionner notre borne. Puis, donc là, on va installer notre trépied avec notre récepteur. On va installer un point physique solide, par exemple un poteau de métal qu'on va ancrer dans le sol. Si on veut revenir, si on veut pas revenir, on s'en fout. Mais on va l'installer de manière solide, puis on va la faire rouler au moins 6 heures. C'est-à-dire que pendant 6 heures, notre base va acquérir tout le passage des satellites en temps réel, puis il va accumuler ça dans un fichier. Idéal, c'est 24 heures. Donc, si, mettons, vous avez un relevé le lendemain, vous me la mettez la veille, vous faites rouler ça pendant la nuit, vous allez chercher le point, vous l'envoyez au PPP, puis là, vous avez votre base qui est corrigée. Parce qu'en fait, si on télécharge le fichier brut, on l'envoie sur le site du PPP, puis lui va nous renvoyer un PDF
avec notre coordonnée qui va être raffinée au centimètre près. Donc on va avoir notre nouvelle coordonnée corrigée par le PPV. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va nous donner l'erreur en fait de notre positionnement. Donc là, on va être capable de calculer notre erreur absolue sur notre jeu de données. Donc en ajoutant l'erreur mobile à l'erreur base, on a notre précision de notre jeu de données. Il est aussi possible en fait de faire en post-traitement, c'est-à-dire que lorsque le RTK n'est pas possible, donc la communication n'est pas possible, on peut faire du post-traitement, donc de PPK, Post-Processing Kinematic. Puis on va faire ça justement quand on n'a pas de communication qui est possible, ou on va avoir besoin des fichiers bruts du rover et de la base. Mais on peut aussi s'en servir pour faire un plan B en fait pour des levées RTK qui ont eu une erreur ou qui n'ont pas fonctionné. Donc on peut quand même réussir à récupérer notre positionnement en centimétrique avec le PPK. Donc comment ça fonctionne? Si on a nos fichiers log en fait, qui sont nos fichiers bruts d'observation des satellites de notre rover, exemple, dans ce cas-ci ça peut être un drone, mais ça peut être aussi nous avec un bâton, puis notre récepteur au-dessus, et notre base. Donc on a besoin de nos deux fichiers bruts de chacune des bases. Il faut faire attention parce qu'avec les MLIB par exemple, la plupart du temps c'est activé, mais il faut s'assurer que le raw recording est activé quand on ouvre la base. Et ensuite, avec un ordinateur, on va prendre le fichier de la base, prendre le fichier du rover, mettre ça ensemble dans un logiciel, puis on va refaire le post-traitement. Puis c'est là aussi également que si on s'est rendu compte que notre base n'était pas bien positionnée, on peut rentrer les nouvelles coordonnées de la base. Puis lui, il va repost-traiter notre fichier avec notre nouveau positionnement par rapport à notre nouvelle base. Donc, exemple, on a fait un RTK. Puis finalement, on a fait ah fuck, la base n'était pas positionnée correctement. Donc là, on va rentrer la nouvelle position de la base ou la nouvelle position issue du PPP. Puis on va repost-traiter notre fichier de rover pour avoir les points qu'on a pris dans notre levée qui sont plus précis. Donc on comprend en fait que l'idéal on fait du RTK, mais on a toujours le PPK pour nous aider à soit notre plan B ou aussi nous faire un autre type de levée si le RTK n'est pas possible. Donc on peut aussi faire du RTK sans base avec le RTN, donc le Real Time Network. Donc souvent les levées RTK vont être limitées par le baseline, donc la distance entre le mobile et la base. Donc ça évite en fait de positionner 10 bases si on a un levé qui est très très long. Donc on va faire le RTN qui est en fait basé sur plein de récepteurs GNSS, par exemple à Rimouski. Puis eux autres ils vont uploader leur observation, puis ils vont le corriger en temps réel. Puis en fait la base en fait au lieu d'être une base physique, elle va être sur le réseau cellulaire. Puis nous on va se connecter à ce réseau cellulaire là, on va recevoir les corrections par réseau cellulaire. Donc on a juste besoin d'un mobile avec un carnet, un téléphone avec le réseau cellulaire. Puis on reçoit les corrections par le réseau cellulaire. Donc on n'a pas besoin de setter de base. Donc quand on est proche d'une ville, ou s'il y a des bandes comme ça sur le réseau 3G, ça peut être super facile, puis on n'a pas besoin d'installer de base. Donc on va parler maintenant en fait des systèmes de coordonnées avec les systèmes de positionnement GNSS. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que les coordonnées d'un GNSS, ça va toujours être en lat longue en fait. Donc parce qu'en fait la Terre elle est ronde, elle n'est pas plate, donc on a les systèmes et les satellites vont se positionner avec un système qui est sphérique en fait, donc qui est avec un système géographique en latitude, longitude. Parce que ça ne fonctionne pas en fait avec un système qui est projeté, parce que la Terre elle n'est pas plate. Donc ça va toujours être en latitude, longitude. Donc il ne faut pas penser que oui on est dans lat longue, mais il ne faut pas penser que c'est pas précis. Loin de là. Donc il faut savoir en fait qu'à la base, les systèmes GNSS vont travailler là-dedans.
il y a certains GNSS qui vont nous faire la correction. C'est-à-dire que si on prend des points, lui, ils vont le changer en UTM si on lui demande. Mais il faut penser qu'au cœur même de ces systèmes-là, on est en lat longue tout le temps et c'est super précis. Donc c'est nous après qui va faire idéalement la correction. Ensuite, il y a deux altitudes qu'on va travailler. Donc il y a l'altitude ellipsoïdale et orthométrique. L'auteur de l'ellipsoïde, en fait, c'est l'auteur GNSS en fait, sur lequel lui va travailler. Puis en fait, c'est la différence entre l'ellipsoïde qui est à ligne noire et la surface de la Terre, donc juste ici à votre droite, donc HE, hauteur de l'ellipsoïde, par rapport à la ligne noire. Puis l'hauteur orthométrique, c'est la hauteur de la surface terrestre par rapport au géoïde. Donc, il faut comprendre en fait que le GNSS va travailler en ellipsoïdale. Et si nous, ensuite, on veut faire, exemple, un modèle 3D avec la photogrammétrie, on doit le travailler en orthométrique parce que c'est plus précis en fait. Donc, l'hauteur orthométrique va être plus précise par rapport aux déformations de la courbe terrestre. Puis, on va être plus précis, notre optimisation de photogrammétrie va être mieux. Puis, on va être mieux positionné par rapport au niveau marin, altitude, niveau de la mer. Donc, le GNSS fonctionne en ellipsoïde. Nous, ensuite, on va faire la conversion en orthométrique si on va être plus précis, surtout si on veut faire de la photogrammétrie ou du nuage 3D ou des calculs de volume. Pensez GNSS, ellipsoïde, mais après, nous, on veut changer en orthométrique absolument. Pour ça, en fait, on va parler aussi de datum altimétrique. Donc, l'auteur ellipsoïde, ça fait référence en fait à l'ellipsoïde. Donc, il y a plusieurs datums. Donc, il y a le datum NAT 83 ou WGS 84 qui sont des modèles d'ellipsoïde en latitude, longitude. Puis nous, en fait, on va faire la convection vers les hauteurs orthométriques par rapport au géoïde. Et eux, il existe plusieurs datums altimétriques parce qu'il existe plusieurs modèles de géoïde. Nous, on va travailler, surtout au Canada, sur deux datums altimétriques, donc le CG28, et le CVG 2013. Donc, techniquement, les deux seront bons. Il faut juste savoir, on travaille avec lequel. Donc, entre le 28 et le 2013, si vous êtes en montagne, il y a peu de différence. Si vous êtes sur le bord de la mer, il y a beaucoup de différence. Donc, il faut vraiment s'assurer avec lequel on travaille. Après, vous pouvez lire sur Internet, sur Ressources naturelles Canada, ils vont vous dire quelle région du Canada est plus affectée par les deux datums. Mais maintenant, on s'en va vers le 2013. Donc, si vous partez fresh d'un projet en 2013, mais si vous comparez les données de 10-20 ans, c'est probablement en 28. Exemple, si vous travaillez avec différents DEM pour les plages, il faut vraiment vous assurer de savoir vous êtes dans quel datum altimétrique. Puis, faites pas juste choisir n'importe lequel. Donc là-dessus, c'est très important pour l'auteur orthométrique. Donc, je vais faire quelques mises en situation, juste pour comprendre dans quel type de contexte on pourrait utiliser différentes façons de faire du GNSS. Donc, exemple, on a une compagnie de génie conseil, on a accès à deux récepteurs GNSS, une carte SIM, un drone et un module GNSS PPK. Un drone avec un module GNSS PPK. Et là, on doit faire un levé centimétrique des infrastructures côtières sur la promenade de Rimouski. Donc là, on a un avantage, c'est qu'on est à Rimouski, donc on a accès au réseau cellulaire, et que la promenade de Rimouski, elle est longue, donc il faudrait probablement mettre peut-être 2 ou 3 bases. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de dire, ok, on met pas de base, on se connecte au réseau cellulaire, on se connecte à la base du réseau cellulaire de Rimouski. Comme ça, on va recevoir les corrections directement sur notre mobile. On n'aura pas besoin de base pour pouvoir faire notre levée. Puis là, ensuite, notre levée, quand il va être fini, il y aura une précision centimètre. Donc, on doit prendre des hauteurs d'eau de débris marins laissés sur la route 132 près de Sainte-Flavie. Donc là, on n'aura probablement pas accès à la base de Rimouski.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours mettre des bases. Donc là, on va aller sur le portail de bornes de Géodésique du Québec. On va trouver des bornes qui vont être le long de la 132. On va positionner des bases sur ces bornes-là pour faire notre levée à RTK. Donc là, on a une situation un peu plus complexe. On doit faire des relevés de drones d'épaisseur de neige dans le parc national de la Gaspésie. Donc des modèles 3D de photogrammétrie. Un relevé en hiver et un été pour faire la différence. Puis on a une journée en hiver, une journée en été. Puis il n'y a pas de bande géodésique dans le parc de la Gaspésie et il n'y a pas de réseau cellulaire. Donc, ce qu'on veut faire en fait pour faire ces modèles 3D-là, on a besoin des récepteurs GNSS pour positionner des GCPs, des Ground Control Points, donc des points de contrôle. Puis en fait, on va utiliser ces points de contrôle-là pour optimiser et géoréférencer notre nuage de points 3D. Donc, si on veut que notre nuage de 3D soit bon, notre modèle 3D soit bon, il faut que nos points de contrôle soient super précis. Donc, comment on va faire, étant donné qu'il n'y a pas de borne, on ne peut pas laisser de borne physique dans un parc national, donc on ne peut pas laisser de métal, exemple. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer une borne temporaire pour notre travail. Donc on va arriver, on va mettre notre base, on va la faire rouler toute la journée pendant notre travail. Puis nous, on va quand même se connecter à RTK pour s'assurer que nos points entre le mobile et la base soient super précis. Donc notre positionnement relatif à la base va être précis. Donc on a déjà une partie de notre positionnement qui est précis. On va faire notre relevé, on va positionner nos GCPs. Donc là, on le sait que nos GCPs, par rapport à notre base, eux, ils sont précis parce qu'on l'a en RTK. Là, tout ce qui va nous rester, c'est de post-traiter la base. Donc quand on va finir notre journée, on ramasse la base, on revient au bureau, puis on va prendre le fichier de positionnement brut de la base, on va l'envoyer au PPP, lui va nous renvoyer un fichier de positionnement post-traité avec la bonne position de la base, et ensuite on va repost-traiter toute notre levée pour avoir nos GCPs avec une bonne précision. Parce que là, on avait déjà nos GCPs avec une bonne précision par rapport à la base. Donc, mais la base n'était pas bonne. Donc là, on a corrigé la base. Donc là, on va recorriger tout le reste. Puis, comme ça, on va avoir nos GCPs qui vont être super précis. Puis là, quand on va optimiser notre nuage de points, on va avoir un modèle 3D qui va être super bon. Donc la dernière mise en situation est un peu technique. Là, on va parler un peu de photogrammétrie, puis ça va faire le lien en fait avec la prochaine capsule sur la photogrammétrie. Donc on doit faire un relevé drone de la falaise du parc Foréon. Et la falaise mesure 5 km de long. Puis on peut pas mettre des GCP à la base parce que c'est la mer. Puis on ne peut pas vraiment en mettre sur la falaise. Donc on a juste quelques endroits qu'on peut en mettre dessus. Mais étant donné qu'on n'a pas de point de contrôle sur la falaise, l'optimisation de la forme de la falaise, elle sera pas super bonne en fait. Donc, on doit trouver une solution en fait pour que notre nuage de points soit quand même bien optimisé puis bien référencé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même positionner des GCPs, donc le minimum possible, donc au moins 3-4. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre module GNSS PPK qui est sur notre drone. Donc en gros, c'est qu'on va mettre une base, on va faire notre vol de drone, on va activer le module avant de faire le vol de drone, puis lui il va enregistrer tout le passage du satellite pendant qu'il fait son vol, puis on va post-traiter le positionnement du drone avec précision. Donc le drone va savoir pendant son vol, il est exactement où dans l'espace en post-traitement. Puis ce qui va nous rester à faire ensuite, c'est de changer le géotag. En fait, chaque image a un géotag. Donc on va changer ce géotag-là avec le bon qu'on a post-traité. Puis quand on va faire notre photogrammétrie, au lieu de chaque image, en fait, va savoir exactement où dans l'espace. Donc notre optimisation de photogrammétrique va être va être meilleure en fait. Donc ça nous permet en fait, si on veut utiliser un module PPK sur un drone, ça nous permet d'avoir un aussi bon levé photogrammétrique avec moins de ground control point. Donc ça fait un peu le lien avec la prochaine capsule sur la photogrammétrie. Donc merci pour votre attention, puis à la prochaine capsule.